Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Fabiola, autrice et podcasteuse. Bonjour Fabiola. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Du coup, pour le coup, là, c'est à ton tour d'être interviewée. Ça fait un peu bizarre. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, moi, c'est Fabiola Morancy, Morancy avec un A. Je suis autrice et podcasteuse. Pour le côté auteur, d'un point de vue professionnel, je n'ai encore rien de publié, mais j'espère le faire. Je suis plutôt orientée vers l'imaginaire et pour l'instant, plus la cible jeunesse. Et mon podcast s'appelle Diversité. Il est uniquement disponible sur Spotify pour l'instant, mais j'espère le mettre sur d'autres plateformes par la suite. Sinon, je travaille dans l'audiovisuel depuis plus de 8 ans maintenant. Du coup, mon métier inspire aussi pas mal mon écriture, mes histoires, etc. D'accord. Et est-ce que tu peux préciser un peu dans quel contexte tu as grandi géographiquement? Alors, j'ai grandi en Île-de-France, plus précisément en Seine-Saint-Denis. Je viens d'une famille haïtienne, donc mes deux parents sont haïtiens. Mes parents ont immigré en France dans les années 80. Moi, je suis née dans les années, début 90. Et en fait, moi, mes parents, ma mère et mon père ont toujours porté attention à tout ce qui est éducation. Et d'ailleurs, en fait, dans la culture haïtienne, on a un peu ce credo qui dit l'église, l'école, la caille. Et c'est en fait l'école, la maison et l'église. Et en fait, l'école a une importance primordiale en fait dans la culture haïtienne. Et pour mes parents, c'était très important que je réussisse. Donc, j'ai été en école privée. J'ai fait un bac L, même si j'aurais préféré faire ES. Après, j'ai fait j'ai fait un master en histoire et en audiovisuel. Et voilà, donc en fait, on va dire que les études, ça a été très important, mais à la fois, vu que je viens de banlieue, j'ai un peu ce côté-là de me dire, je sais que je suis un peu une exception parmi toutes les personnes qui sont autour de moi ou qui m'ont côtoyée quand j'étais plus jeune. Même si je pense qu'en banlieue, il y a des vraies pépites. Voilà, j'ai un peu grandi dans cet esprit-là d'excellence, mais aussi de personnes issues de l'immigration et qui restent très connectées à ça. Et d'ailleurs, je veux continuer à vivre en fait dans ce cadre-là. Ouais, c'est vrai que quand tu es issu de l'immigration, moi, du coup, pour le coup, je suis aussi enfant de parents immigrés. Et tu as toujours en plus d'être l'aîné, mais tu as toujours pas cette épée de Damoclès, mais cette exigence-là qu'on attend de toi et que toi aussi, tu te sens un peu redevable, entre guillemets, du parcours que tes parents ont fait pour en arriver là. Donc, C'est ça. Et puis surtout que en fait, quand tu es enfant d'immigré, je pense que tous les enfants ont envie de pas de faire plaisir, mais de rendre fiers ses parents à travers les études. Mais quand tu es enfant d'immigré, tu as ce truc de tu ne peux pas te rater parce qu'en fait, de ta réussite, ça dépend celle des autres. T'es pas, comme tu as dit, quand tu es l'aîné ou quand tu es le modèle ou le premier à faire certaines choses, de ta réussite, ça va créer un sillage, un chemin pour les autres, pour tes cousins, pour tes frères et sœurs, etc. Donc, c'est d'autant plus important de réussir. Écoute, on va développer tes deux activités, on va dire, créatives. Donc, dans un premier temps, tu t'es présentée en tant qu'autrice. Donc, toi, est-ce que tu es plutôt dans l'imaginaire ou tu as d'autres genres prédominants dans lesquels tu peux écrire? J'écris plutôt dans l'imaginaire, mais après, j'écris aussi de la littérature générale des fois. J'ai plusieurs romans très, très vus en littérature générale, mais on va dire que c'est plutôt l'imaginaire qui me branche, et plus particulièrement les dystopies dernièrement, ces dernières années, j'ai écrit beaucoup de dystopies. Donc, j'espère que c'est ça qui va déboucher, même si c'est un peu compliqué.
Et Ouais, voilà, on c'est peut comme se dire dans tes projets en cours. Dans un premier temps, je voulais savoir si tu as toujours écrit, est-ce que c'est une passion qui a toujours fait partie de ta vie? Alors non, contrairement à pas mal de gens qui disent oui, l'écriture c'était quelque chose de voilà. Moi pas du tout. En fait, je me suis retrouvée obligée à écrire parce que en fait j'étais très mauvaise en orthographe et en grammaire, en conjugaison, notamment parce que je suis enfant d'immigrés et que à la maison on ne parlait pas forcément tout le temps français. Donc du coup j'avais des grosses lacunes en français. J'arrivais à lire, etc. Enfin, j'adorais lire, mais je n'aimais pas écrire parce que pour moi, c'était, franchement, c'était une punition pour moi. Et en sixième, mon niveau était tellement catastrophique que ma prof de français m'a dit, vu que j'étais en classe européenne, ma prof de français m'a dit, si tu n'arrives pas à rattraper les autres, l'année de cinquième, tu seras plus en européenne. Et j'avais trop peur de quitter l'européenne parce que mes parents, ils étaient très fiers de ça. Donc, j'en avais parlé à une amie. Et cette amie, elle m'a aidée en fait elle m'a dit, écris des choses qui t'intéressent, écris sur des choses qui te font plaisir. Et comme ça, tu vas commencer à maîtriser l'orthographe, etc. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Et vraiment, c'était une plaie pour moi. Et ça m'a aidé en fait à améliorer mon niveau. Mais c'est pas de la manière la plus intuitive qui soit. C'est-à-dire que je suis pas rentrée dedans en mode, comment dire, je le fais par plaisir. C'était vraiment par contrainte. Et après, c'est devenu un plaisir à la fin du collège, vers la troisième. Vers la troisième, c'était un plaisir, mais après, pendant tout le collège, ça l'était pas du tout. Ok. Et à ce moment-là, tu faisais aussi marcher ton imaginaire. Ouais, j'écrivais des histoires sur Smallville, sur Charmed. Des séries de l'époque. Ouais, c'est ce que je faisais, tu vois, mais sinon, il y avait rien de. Enfin, c'était pas des histoires à moi, en fait. Ah, C'était des fanfictions sans que je sache que c'était des fanfictions, en fait. d'accord. Moi, j'ai entendu pas mal de personnes qui ont commencé comme ça, en faisant des fanfictions, soit J'écris beaucoup. des séries ou de chanteurs. Hum, hum, hum. Et du coup, comment tu vois ton évolution enfin, jusqu'à maintenant? Ouais, comment tu as pu perfectionner ton écriture jusqu'à aujourd'hui? Justement, en fait, après cette histoire que j'ai commencé à écrire par contrainte, j'ai commencé à les mettre en ligne sur fanfiction.net, donc un site de fanfiction, et en me disant, comme ça, les gens vont corriger mes fautes. Donc j'avais quoi, 13, 14 ans, et en fait, je me suis prise au jeu. Et très rapidement, en fait, en fait, c'est grâce à la fanfiction que j'ai pu progresser en confrontant mon texte à des inconnus qui m'ont donné leur retour sur ce qu'ils pensaient. Donc, quand j'avais 13, 14 ans, forcément, c'était pas exceptionnel. Mais au fur et à mesure, c'est devenu de mieux en mieux. Et c'est grâce à la fanfiction que justement, j'ai pu en fait affirmer en fait ma plume. Euh, Après, on va dire pendant à peu près 10 ans, j'ai écrit des fanfictions. Après, j'ai arrêté pendant plusieurs années. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas repris. Et à un moment donné, en 2022, je me suis dit, là, je vais commencer à écrire mes histoires à moi. Et c'est là que j'ai vraiment, en fait, mis plus de choses dans mes écrits et que j'ai commencé à faire des choses, tu vois, qui m'intéressaient plus. Et là, j'ai senti la différence et j'ai senti que là, ça progressait, en fait. D'accord. Mm. Et tu as gardé les mêmes personnes qui corrigeaient tes textes? Est-ce que c'est toujours celles qui t'aident aujourd'hui Pas du tout. En fait, c'est devenu des amis. Mais toutes les personnes qui me corrigeaient sont devenues des amis, des gens à qui je parle de temps en temps. Mais euh, pour une de mes histoires, c'est des anciennes lectrices qui m'ont corrigée, donc oui. Mais dernièrement, là, je travaille avec Maritza Jaillet, qui est à la fois vidéaste, euh, autrice, directrice éditoriale auprès du Labyrinthe de Théia, donc une maison d'édition d'imaginaire. Donc, du coup, c'est plus avec elle que je travaille, mais j'ai travaillé aussi avec des lecteurs et des lectrices qui m'aident, en fait, à corriger. Donc, en fait, moitié-moitié. D'accord. Je savais pas que tu travaillais avec les éditions LDT ou Labyrinthe de Théia. Est-ce que tu veux bien détailler tes projets d'écriture en cours Ouais, avec plaisir. Alors, le plus gros projet qui occupe pas mal de temps, c'est une trilogie de dystopie.
s'appelle Les Ruches du Parlement. Donc, c'est un gros projet. Et en fait, le pitch, ce serait un monde. En fait, ça se passe en Europe de nos jours, sauf que il n'y a plus de gouvernement tel qu'on les connaît. C'est des citoyens tels que toi et moi qui sont tirés au sort pour devenir députés et choisir ce qui se passe dans le pays, qui vont voter pour des lois, etc. Donc, il y a des personnes qui attendent ça avec impatience, qui vont se dire « Ah, mais moi, si j'étais à leur place, je ferais ci, je ferais ça ». Et il y a des personnes qui ne le veulent pas parce qu'ils disent « Bah, en fait, j'ai plus d'intimité, si je me foire, tout le monde va m'en vouloir, etc. » Et du coup, on suit plusieurs personnages. Donc, on suit une technicienne d'une émission de télé qui filme en fait ce qui se passe dans le Parlement, un descendant d'une famille royale qui, comme par hasard, a été tiré au sort alors que lui, il est contre la démocratie, et une réfugiée climatique qui, elle, en fait, elle veut intégrer ce pays-là. Parce qu'elle se dit, bah, moi, moi, en ce moment, dans mon pays, ça se passe très, très mal. Mais si je rejoins ce pays-là, ça va aller mieux pour moi, etc. Donc, c'est un gros projet, mais pour l'instant, il n'a pas trouvé de preneur pour plein de raisons différentes. À côté de ça, j'ai écrit un tout petit album jeunesse qui s'appelle Palette et Pinceau, qui parle du deuil chez l'enfant. D'accord. Et là, le gros projet qui occupe toutes mes pensées, c'est le projet Comet. Donc, je l'appelle comme ça, mais bon, le titre complet, ce serait Jonah Moonwheel et la course du dard de lion. Donc ça, c'est mon titre à moi, il est très long, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, c'est toujours une dystopie. Et ça parle un garçon de 14 ans qui vit dans un monde, enfin, c'est un monde comme le nôtre, en fait. En fait, en gros, je recommence mon pitch. Donc, là, en fait, c'est un adolescent de 14 ans qui est très mauvais à l'école, sauf que dans cet univers-là, aucun enfant ne peut survivre s'il ne réussit pas l'équivalent du brevet. Et donc, du coup, vu que lui, il est très mauvais à l'école, bah, il se dit, bah, moi, à la fin de l'année, bah, je suis mort parce que bah, je sais très bien que je n'arriverai pas à réussir cet examen. Et cet examen, en fait, ça se passe dans une sorte de réalité virtuelle. C'est comme un jeu vidéo. Et en fait, ta personne qui se déplace dans le jeu vidéo et qui doit réussir des épreuves, donc des épreuves de géographie, d'histoire, de maths, etc. Et lui, en fait, bah, tout l'enjeu, c'est de survivre à tout ça. Donc voilà, c'est un peu les trois gros projets sur lesquels je suis. Ça fait un peu écho à ce que tu me disais. Est-ce que c'était du coup plutôt par rapport à ton rapport à l'école Ouais. D'accord. Et parmi ces 3 projets, du coup, est-ce que tu les as tous soumis en maison d'édition Oui et non. Alors, le premier, donc les ruches, projet ruche, il est parti auprès de plusieurs maisons d'édition. Je l'ai aussi envoyé à des concours, enfin à un concours en particulier. Projet Palette, donc le petit album jeunesse, c'était pour un concours. Enfin, c'était une histoire que j'avais en tête depuis longtemps, mais je l'ai envoyé aussi à un concours. Donc le concours Ground pour l'album jeunesse, et la réponse, ce sera en début mars 2025. Et projet Comet, non, parce que je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai participé au concours Ajo qui demandait le synopsis et le premier chapitre. Donc du coup, bah, vu que je les avais déjà, j'ai envoyé, mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore envoyé. Mais j'espère bien continuer des salves d'envoi avec ces projets-là, s'ils ne sont pas pris pour les concours, quoi. Ok. Ouais, bah, je te souhaite bon courage, en tout cas. Merci. Et ouais, je voulais savoir, est-ce que tu as pu faire des rencontres depuis que tu as commencé à écrire, depuis que tu as commencé à écrire, on va dire, sérieusement, et quelles sont les personnes qui t'ont permis de perfectionner tes textes ou de te donner des conseils? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, je travaille avec Maritza Jaya, donc elle m'a vraiment beaucoup aidée parce que j'ai fait l'alpha lecture de Projet Ruche avec elle, donc c'était vraiment, j'écrivais assez en amont, mais pas à pas, en fait, elle pouvait me guider, me dire, bah là, c'est pas assez approfondi, là, peut-être qu'il y en a un peu trop, etc. Donc, je pense qu'avec elle, j'ai trouvé vraiment un bon rythme et j'arrive vraiment bien à comprendre en fait, tu vois, ce qu'elle me dit. Il y a vraiment
une très bonne entente entre les deux. Après, dans les rencontres marquantes, on va dire, c'est un peu le fruit du hasard. Donc, j'ai participé avec Projet Ruche, avec Projet Ruche au concours du premier roman Gallimard, jeunesse. Donc, c'était l'édition en 2023. Et pour moi, je sais que ça peut paraître un peu prétentieux, mais je sentais que mon histoire, elle était assez bonne, en fait, pour pas réussir le concours, mais en tout cas, les interpeller. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, à la suite de ça, ils m'ont écrit en septembre 2023 pour me dire, on a aimé l'histoire, on a aimé le world building, on a aimé les personnages, mais dans leur premier retour, c'était qu'il y avait trop de personnages parce que il y avait 5 points de vue à l'origine. Ah oui. Ils m'ont dit, non, il y a trop de points de vue et du coup, ça retarde un peu l'intrigue, voilà, ça retarde un peu toute l'histoire. Donc, du coup, ils m'ont proposé, si ça te va, tu peux revoir ton histoire et nous renvoyer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai renvoyé une version en prenant tout leur avis en compte parce que c'était aligné avec un ressenti que j'avais déjà, mais je n'arrivais pas à le verbaliser. En fait, je n'arrivais pas à dire exactement pourquoi j'avais ce sentiment que ce n'était pas complet, mon histoire. Donc, j'ai repris leurs commentaires et je leur ai soumis une autre version et que je trouve meilleure. Et c'est ce que je t'ai pitché tout à l'heure, là. Et à la suite de ça, ils m'ont répondu, en fait, on a vu que c'était beaucoup mieux, que tu as vraiment pris tous nos avis en compte, mais ça ne le fait pas parce que... Attends, j'essaie de retrouver exactement ce qu'ils m'ont dit. Mais en gros, ils me disaient que c'était très, très bien, mais c'était pas pour eux. Ok. Non, mais c'était ultra frustrant. C'était ultra frustrant parce qu'ils me disaient, on a vraiment aimé les personnages, etc., etc. Mais en fait, même si tu as remanié en suivant nos indications, ça n'a pas dissipé le doute premier qu'on avait. Donc, grosso modo, c'est ça. Et voilà. Ok. Mais après, il y avait beaucoup de compliments. Donc, moi, j'ai plus retenu le positif. Et le mail, il se terminait en disant, on vous souhaite de trouver un éditeur qui saura mettre en valeur votre projet. Et voilà. Donc, moi, je le prends vraiment comme une victoire parce que c'était le premier concours que je faisais, le premier manuscrit que je faisais depuis des années parce que j'avais pas écrit depuis très longtemps. Et tout d'un coup, je me retrouve à me retrouver dans ceux qui, pas dans la shortlist, mais presque en fait, parce que ils ont quand même pris la peine de m'écrire et c'était un très long mail. T'as quand même eu un retour constructif, ce qui n'est pas toujours le cas de ce que j'ai compris. Ouais, non, c'est pas du tout le cas. C'est assez, c'est peu commun, tu vois. Donc, du coup, je le prends vraiment comme une expérience impactante. Et moi, je leur ai répondu, merci d'avoir pris le temps de me lire et merci du retour parce que ça va m'aider, pas que pour ce projet, mais pour les autres, parce que je vois à peu près ce qui a pêché, en fait, ce qui manquait. C'est cool que tu aies pu avoir des retours constructifs et que tu aies pu t'entourer de personnes qui puissent t'apporter des critiques pertinentes. Donc pour l'instant, tu n'as pas l'intention de débuter d'autres histoires. Tu vas te concentrer sur tes récits. Ouais, je vais finir. Le projet, c'est de finir l'histoire de Jonah, donc l'adolescent qui pense qu'il va mourir à la fin de l'année. Donc j'aimerais bien finir ça d'ici février-mars 2025. Et après, commencer à soumettre d'ici cet été. Après, j'ai quand même participé au concours Rajo, donc la réponse, c'est vendredi. Ah, d'accord. Le 15 novembre, donc je ne sais pas quand est-ce que ça sortira l'épisode, mais bon, j'espère. De toute façon, je pense que si on participe à un concours, c'est qu'on espère quand même. C'est ça, oui. T'espères quand même, oui. Il y a pas 20 gagnants, mais il y a 20 personnes qui participeront aux rencontres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et d'après la story d'une des membres du jury, il y a eu 30 dossiers qui sont dans la shortlist. Et après, je pense qu'ils vont écrémer à 20 finalistes, en fait. Ok. Ouais. Écoute, bon courage. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ton parcours d'autrice?
Là, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt ma communauté de lecteurs de fanfiction et le fait que, en dépit des années où je n'ai pas écrit, ils sont encore présents et qu'ils continuent de m'encourager parce que vraiment, en fait, je leur j'avais une page Facebook, donc à l'ancienne, hein, c'était très ancien, mais ils sont encore là. Et de temps en temps, je leur écris des updates, je leur dis, voilà, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que j'en suis dans mes textes, dans mes soumissions. Et vraiment, ils ont été d'un soutien mais incroyable. Et je pense que tout ça, j'aurais pas pu le faire sans eux et sans leurs idées, parce que des fois, j'avais des impasses. Et je leur demandais, vous préférez quel nom de personnage, vous préférez, et j'ai vraiment écrit en collaboration avec eux, donc je pense aussi à eux. D'accord. On va en venir à ton podcast qui est intimement lié avec ton parcours d'autrice, même si tu n'abordes pas que ça non plus. Donc ça s'appelle Diversité. Donc je vais juste te donner un avis global. Enfin, moi j'ai bien aimé le fait que tu sois assez vulnérable entre guillemets dans tes épisodes, parce que tu parles vraiment à cœur ouvert sur ton parcours d'autrice, sur ta vie, on va dire de manière générale. Et ouais, c'est toujours intéressant d'avoir les coulisses, parce que sur Instagram, tu vois que les accomplissements, entre guillemets. Quand je suis des auteurs et des autrices, tu vois souvent le résultat, mais t'as pas forcément tout ce qui mène à la publication, si c'est ce que la personne vise, ou etc. Et du coup, c'est intéressant d'avoir le travail en amont, enfin tout ce qui se passe en amont, quoi. Ouais. Non, vas-y. Du coup, pourquoi tu as choisi le nom Diversité? Parce que je voulais quelque chose qui soit limpide, qu'on comprenne directement qu'est-ce qu'on va trouver dans ce podcast-là, parce qu'il y a tellement de podcasts qu'il faut que les gens sachent exactement ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Et puis j'aime bien le thé. Et je trouvais que c'était un bon jeu de mots, donc voilà, je me suis pas prise la tête plus que ça, c'était pas pris. Allez, bon, on y va. Ok. Et du coup, est-ce que tu as une organisation? Je sais que tu postes pas forcément régulièrement, mais est-ce que tu as des sujets à aborder chaque mois? Enfin, c'est quoi ta vision un peu? Alors, en fait, à l'origine, c'était un épisode tous les mardis matin, mais en fait, je me suis un peu laissée happer par la vie, et c'est ultra difficile d'être constant. Donc, du coup, j'essaye quand même d'avoir des épisodes assez régulièrement, même si c'est un peu compliqué. Et vraiment, en fait, j'essaye de prendre soit des sujets d'actualité, ou soit des sujets qui me viennent à l'esprit au fur et à mesure de conversations, de choses que je vois passer sur les réseaux. Et disons que j'essaye de faire trois ou quatre sujets sur la diversité, peu importe laquelle, hein, voilà. Et après, un épisode un peu plus personnel sur mon parcours d'autrice et où est-ce que j'en suis. Comme ça, je donne des updates. Et je trouve qu'à l'oral, on peut faire passer plus de choses qu'un post sur Instagram et dire, voilà, j'ai soumis à tel endroit, ça n'a pas marché, ça a marché. Donc, je raconte, c'est vraiment un journal intime, et je dis qu'est-ce qui se passe de mon côté. D'accord. Donc, voilà. Moi, je trouve ça intéressant, les petites updates de temps en temps. Et est-ce que tu comptes inviter des gens sur ton podcast? Parce que je sais que sur Instagram, tu fais des interviews en live avec des personnes qui travaillent ou qui interviennent dans le monde du livre. Et du coup, je voulais savoir pourquoi tu as choisi de faire ce format-là sur Instagram, et pourquoi tu n'as pas plutôt rapatrié les interviews sur ton podcast. Enfin... Alors, en fait, j'y ai pensé, et je trouvais que en format podcast, il y avait déjà beaucoup d'interviews de personnes du milieu de l'édition et du livre en manière générale. Et en fait, je voyais pas la plus-value de refaire des interviews de personnes en format audio, alors qu'en format live, il y en a très peu, sur Instagram en tout cas. Enfin, il y en a eu, hein, il y en aura encore après moi, mais je trouve qu'il y en a très peu. Et je trouve que, en fait, quand on voit le visage de la personne, en fait, il se passe quelque chose. Et surtout, c'est en live, en fait,
Enfin, je sais que c'est pas évident pour certaines personnes de passer en live, mais il y a une forme de spontanéité. Il y a des choses qui se passent que si c'est enregistré ou si c'est fait, voilà, s'il y a une préparation, bah, ça, il y a un truc enfin, pas qui est perdu, mais je sais pas. Moi, je préfère le live parce que je trouve il se passe un truc, en fait. Et du coup, j'aime bien ce format-là pour les interviews parce que ça laisse l'opportunité à des personnes pour poser des questions. Ils vont peut-être pousser la personne interrogée à se poser des questions qu'elle n'aurait pas envisagées, en fait. Donc, c'est pour ça que je choisis ce format-là plutôt que. Mais après, je suis pas fermée à passer en format podcast. Mais sur le coup, je me suis dit, bah, il y a déjà des gens qui le font, ils le font mieux que moi ou très bien. Qu'est-ce que je peux faire de différemment? Donc, voilà. C'est vrai que ouais, pour le coup, en live, tu as quand même plusieurs questions. Enfin, les gens vont être plus à même à te poser des questions. Alors que quand tu postes un épisode préenregistré, enfin, les gens vont rarement poser des questions après avoir écouté l'épisode, quoi. Ils vont te faire un retour, mais ils vont pas plus creuser que ça. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, ouais, qu'est-ce que ça t'a apporté ouais, au quotidien, enfin, depuis que tu l'as créé Le podcast? Ouais. Je dirais que ça m'a permis de faire le tri dans mes pensées. Parce que des fois, en fait, je pars un peu dans tous les sens et je suis en train de me dire, ah, mais il y a ci, mais il y a ça. Et ça me permet de me recentrer. Ça me permet aussi de m'améliorer sur la diction parce que j'ai articulé, etc., etc. Ça peut être un peu compliqué pour moi. Donc, ça me force en fait à faire des efforts sur ma diction, sur ma manière de formuler les choses parce que dans la vraie vie, je suis assez pas brute de décoffrage, mais je peux dire les choses comme je les pense. Et du coup, ça m'oblige en fait à faire preuve un peu de diplomatie, voilà. Donc, je pense que ça m'aide en fait. C'est un exercice de préparation pour d'autres choses qui viendront par la suite, parce que je pense que tout ce que je fais, ça va forcément déboucher sur quelque chose de concret par la suite. D'accord. Écoute, ouais, on a un peu fait le tour sur ton podcast. Est-ce que tu as des choses à annoncer? Est-ce que tu as des épisodes qui vont bientôt sortir sur des sujets en particulier ou... Alors, pour l'instant, en fait, j'aimerais vraiment parler. Enfin, l'un des épisodes qui me tiendrait le plus à cœur, ce sera un épisode sur l'handicap. Et j'avais déjà fait un épisode sur pourquoi on n'a pas plus de super-héros handicapés, mais plus traité de la représentation de l'handicap pour les enfants à travers la lecture. Parce que déjà, nous, en tant que personnes racisées, on est très peu représentés, mais pour peu que ce soit une personne qui ait une maladie, qui est, je sais pas, un handicap, ou enfin, peu importe, une pathologie, cette personne-là, elle a très très peu de chances d'avoir un héros ou une héroïne, même secondaire, qui a la même vie qu'elle. Donc du coup, j'aimerais bien parler de ça, mais pas n'importe comment. Donc j'essaye de me renseigner, voilà, donc un peu en préparation, on va dire. Ok. Écoute, je serai ravie d'écouter les prochains épisodes. Ok, merci. On va passer à la partie lecture. Du coup, tu m'as dit, contrairement à l'écriture, l'écriture, tu as commencé un peu sur le tard. Est-ce que la lecture, c'est venu avant ou au même moment que l'écriture? C'est venu avant parce que j'ai toujours aimé lire. Et quand j'étais petite, j'étais abonnée au magazine de lecture là pour enfants. J'attendais ça avec impatience. Il y avait les pommes d'api, je sais plus comment ça s'appelle, les j'aime lire. J'aime lire, ouais. C'est moi aussi. Et il y en avait un autre aussi que j'adorais, mais j'ai oublié le nom. Et du coup, ça a toujours été une sorte de rendez-vous, en fait, d'avoir ces histoires-là. Je les relisais, lisais, etc. Donc, ouais, ça a toujours été. Je pense que la lecture, pour moi, c'est comme enfin, c'est même plus fort qu'un bon film, en fait. Parce que je pense qu'un film, tu vois les choses, mais alors que quand c'est lire, tu t'appropries ce qui se passe, les personnages, à quoi ils ressemblent, etc. Donc, j'ai toujours adoré lire et je pense que mon premier souvenir de lecture, c'était quand j'étais toute petite. C'était Le Roi Lion. C'est mon père qui avait acheté Le Roi Lion en format illustré, là, et qui me lisait Le Roi Lion.
Et je me souviens que j'avais pleuré parce que je pensais que mon père, il voulait me dire qu'il allait décéder parce qu'il y avait. Et bon, bref. Et du coup, c'est mon premier souvenir de lecture, mais du coup, j'ai toujours adoré lire et voilà. Ok. Et est-ce que tu lis dans les mêmes genres que tu écris ou c'est différent? C'est différent parce que je lis un peu de tout. J'aime bien lire des ouvrages historiques, des livres témoignages. J'aime bien lire des livres politiques. Bon, après, la politique, ça m'a toujours intéressée et ça ressort aussi dans ce que je lis. Par contre, je lis très peu de romances, voire pas du tout. C'est pas... Il y en a dans mes histoires, mais c'est vraiment secondaire. C'est pas quelque chose qui me... Voilà. Mais sinon, ouais, on va dire, principalement, c'est de l'imaginaire et après, il y a d'autres petites choses qui s'ajoutent à fait, Ok. derrière. Et est-ce que tu aurais une lecture marquante à recommander? Alors, une lecture marquante, je regarde mon étagère. En fait, dernièrement, il n'y a pas eu de lecture qui m'a super marquée, où je me suis dit vraiment, il faut que j'y repense, il faut que je relise, etc. Mais il y a des lectures qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. Il y a le dernier Hunger Games, donc La balade de l'oiseau chanteur, donc, de Suzanne Collins, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et sinon, il y a Yellowface, donc, qui aussi je pense que Yellowface m'a beaucoup, beaucoup plus plu que tout ce que j'ai pu lire depuis le début de l'année. Et je le recommande parce que ça parle à la fois de classe, d'immigration, de culture asiatique, enfin pas de culture asiatique, mais de représentation asiatique, de ce que c'est que la vie d'auteur et le monde de l'édition aux États-Unis. Donc, c'est un livre j'ai vraiment tout lu d'un coup, donc je pense que c'est une de mes meilleures lectures. D'accord. C'est top. Ouais, t'es pas la première à me la recommander. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ton profil. Est-ce que tu as d'autres choses à mentionner sur lesquelles tu voudrais revenir? Et est-ce que tu as des questions me regardant? Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la question la plus surprenante qu'on t'ait posée Oh, à la... J'ai pas lu toutes tes interviews, donc... Enfin, regardez, pardon. ah là, c'est dur. Parce que la plupart du temps, on me demande pourquoi j'écris le podcast. La plus surprenante. À part, ouais, quelles sont les personnes qui m'ont le plus marqué. C'est dur à demander. Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas forcément eu de questions ultra surprenantes. Je sais pas comment dire. C'est souvent, les gens me posent souvent la question, ouais, pourquoi j'ai créé le podcast, qu'est-ce qui m'a motivé. Et sinon, c'est ouais, la question qui sortait un petit peu du lot, c'était enfin, ouais, les personnalités, enfin, les interviews ouais, qui m'ont le plus marqué, on va dire, euh, bah, depuis ouais, 2 ans et demi. Et j'en ai une autre, vu que tu as créé ta maison d'édition, et aussi, surtout, vu que tu lis beaucoup, quel serait le livre idéal enfin, pour toi, quel serait un livre, enfin, pas parfait, mais idéal, Ouais. que tu aimerais lire? Ah, bah déjà, j'aime bien les romans de fantasy avec pas mal de descriptions, avec comment dire, pas mal de points, au moins 2 points de vue, Hein. multiples points de vue, ça j'aime bien. Ouais, des romans dans lesquels je peux imaginer, enfin, je peux laisser place à mon imagination. C'est-à-dire Mm. que, oui, quand je vais lire le texte, je vais en même temps illustrer dans ma tête ce à quoi ça ressemble. Après, en termes d'intrigue, je suis un peu ouverte à tout ce qui est multiculturel, avec des intrigues politiques, ça j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, avec peut-être des anti-héros, enfin des personnages principaux
avec des personnalités, on va dire, qui sont pas forcément, comment on dit, ouais, à multiples facettes, quoi. C'est pas des personnes irreprochables, ouais, des personnes vraies auxquelles on peut s'identifier ou non d'ailleurs. Mais ouais, je dirais des récits complexes avec des descriptions à multiples points de vue et avec inspiré de plusieurs cultures, on va dire. Ça reste assez vague comme ça, mais j'ai pas de plot prédéfini. Mais ouais, je suis assez ouverte à tout. Ok. Bah écoute, ça va être la fin de l'interview. J'ai deux petites questions avant de clôturer l'épisode. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu ferais sur le podcast? Ouais. Je sais pas si tu l'as déjà interviewée ou pas, parce que peut-être que c'est le cas. C'est la fondatrice de Qui dit Conte. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas du tout. Alors, je me souviens plus de son nom, mais c'est une personne qui a créé un concept de box pour les enfants au sujet de l'écriture. Et en fait, c'est pour, comment dire, faire une approche vers l'écriture auprès des enfants. Et du coup, c'est une créatrice, déjà, elle est noire. Après, je sais pas c'est quoi ses origines précisément. Mais du coup, c'est vraiment apporter un kit d'écriture aux enfants. Et du coup, il y a des box à commander. Vraiment, c'est super ludique, c'est super mignon, etc. Donc, je la suis depuis quelques temps. Je crois qu'elle a une campagne Ulule en ce moment. Et je pense que... Enfin, moi, quand j'ai regardé son kit, je me suis dit, si j'avais eu ça petite, je n'aurais pas galéré en orthographe, j'aurais pas eu ces problèmes-là. Donc voilà, moi je pense que c'est une personne à interroger et si tu le fais pas, je le ferai. D'accord. Dépêche-toi. Bon, après, on peut être deux aussi. Merci beaucoup pour ta recommandation. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ou auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec mon prénom et mon nom, donc Fabiola, Fabiola Morancy, Morancy, donc tout collé. Je suis aussi sur Thread. J'essaye de poster des petits trucs de temps en temps là-bas. Et aussi mon podcast Diversité. Donc, diversité, sauf que c'est le mot diversité, sauf qu'il y a un H pour le T. Qui est disponible uniquement sur Spotify pour l'instant, mais j'espère le mettre en avant, enfin le mettre disponible sur d'autres plateformes courant 2025. Donc voilà, pour l'instant, c'est les endroits où vous pouvez me trouver. Écoute, Fabiola, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur à minorer. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Bye.